En premier lieu, je voudrais m'excuser parce qu'on commence en retard, très en retard, hein, mais on avait annoncé une partie 17h, une autre partie 18h. Alors, par politesse et par correction pour les gens que j'ai fait trop attendre, on a voulu souhaiter patienter. Donc on est pratiquement à 18h, les retardataires ils rattraperont en cours de séance, c'est pas très grave. Le principal, c'est pas moi, il faut entendre, c'est ces messieurs. On a souhaité cette réunion parce que le centre Élio-Marin, ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. C'est un établissement sur lequel on est très attaché. C'est 120 ans de notre histoire, peut-être plus. C'est un endroit où ces messieurs de Bagnols ont trouvé pour certaines leur épouse, mais c'est surtout aussi où il y a eu énormément de personnes qui ont travaillé et qui ont fait leur vie autour du centre Élio-Marin. Donc on ne pouvait pas décemment avoir un projet de restructuration complète comme on va vous le présenter sur le centre Élio-Marin sans avoir une partie de restitution à la population. Donc c'est ce qu'on souhaite faire ici, de manière à ce que on puisse passer le message, ceux qui n'ont pas pu venir, peut-être ils le regarderont sur la News Info, mais peut-être aussi vous pourrez aussi le commenter. Ça me paraît important. Donc, quelle est la situation dans laquelle nous étions en 2014 En 2014, on était, vous vous en rappelez, avec une très forte contestation, une très forte inquiétude des populations, à juste titre, par rapport au devenir des établissements de santé, avec des plans de restructuration, avec des délocalisations annoncées sur Perpignan, avec un sentiment d'injustice, parce qu'à un moment, on avait, non pas le sentiment, on avait la certitude que nos territoires étaient en train de se vider, et qu'on était en train d'enlever l'essentiel même de nos emplois pour l'amener dans la périphérie de Perpignan, et on se disait encore autour de Perpignan, et jamais pour nous beaucoup de concentration, alors qu'on est quand même, on est des villes qui vivent avec des populations, avec des besoins, et on a besoin de maintenir aussi nos populations, nos emplois sur le site. Donc il y a eu une grosse contestation dans laquelle tout le monde a adhéré, et cette contestation, elle a amené au fait qu'à un moment, il y a eu un plan de restructuration qui a été proposé. Je ne vais pas rentrer en détail, M. Dupont peut-être en fera un rapide historique. Mais la ville de Bagnols-sur-Mer, à cette période-là, nous avions deux grosses problématiques. D'abord le centre Élio-Marin, je vais en parler, mais aussi la maison de retraite Paul Rech. Maison de retraite Paul Rech, établissement qui date des années 60, établissement aussi très ancré à Bagnols. Ça n'est pas possible sur le site, pour la simple raison qu'elle est construite sur un ruisseau et que c'est dans une zone inondable. Cette zone inondable, la zone rouge, ne permet pas la construction sur site. Il y a eu plusieurs tentatives de déclassement. On a déclassé à l'époque, les municipalités ont déclassé une partie du bois, mais ça n'a pas suffi, etc. Beaucoup de choses ont été faites. Et cette maison de retraite, on l'a promenée un peu partout aussi. On l'a menée à la Salette, après on voulait la faire autour de la Salette, après on voulait la faire en face du GICV, etc. Mais en vérité, il n'y avait aucune solution durable et pérenne par rapport à cette maison de retraite. Dans l'époque, en 2014, j'avais rencontré M. Rodriguez, mais j'ai eu les mêmes conversations avec M. Dupont et avec M. le Président aussi, et on avait imaginé qu'on puisse faire, entre guillemets, un deal à 10 ans. Il faut absolument qu'on relocalise cette maison de retraite sur le site du centre Élio-Marin. Il faut qu'on puisse aussi déplacer la maison de retraite Vincent Zema pour la relocaliser aussi sur le centre Élio-Marin. Pourquoi? Elle veut dire, elle est neuve, elle a quoi, 25 ans, 30 ans, cette maison de retraite elle est en bon état. Parce que sa structure n'est pas suffisante pour qu'elle puisse résister économiquement, et ses frais, en général, les frais généraux de cette maison de retraite, vont entraîner des augmentations de prix de journée, qui font qu'à un moment les tarifs seront ou dissuasifs, ou pas financés par le Conseil général. Et donc maintenant, si elle n'est pas en difficulté maintenant, c'est une maison de retraite, et si elle garde cette même structure, je le pense, dans les 5 ans, 10 ans à venir, connaîtra des difficultés. Donc il est important aussi d'anticiper, et de se dire, pourquoi ne pas relocaliser les deux maisons de retraite sur le site du centre Élio-Marin, mais, et en discutant avec ces messieurs, le deal c'était de dire, nous pour faire ces relocalisations, on va vous donner les terrains. 9 hectares de terrain qui appartiennent à la commune, qu'on va céder, pour l'euro symbolique, à l'association USAT. En contrepartie, on demande que la masse maison d'accueil spécialisée, 57 lits, 58 lits, combien de salariés, autant,
voire un peu plus, de salariés, soixantaine de salariés, restent sur place. Donc, entre les salariés à la maison de retraite et la masse qui reste sur place, c'est 220 emplois qu'on peut pérenniser sur Bagnols-sur-Mer. Je ne dis pas qu'on va créer, je dis qu'on peut pérenniser sur Bagnols-sur-Mer. Ça me semble important, parce que cette ville est en train de se développer. Cette ville, il faut qu'elle vive dans cette mixité sociale, il faut qu'on soit en capacité d'offrir des emplois aux jeunes gens de Bagnols-sur-Mer, et d'ailleurs aussi, mais aux jeunes gens de Bagnols-sur-Mer. Et le centre Lyon-Marais avait vraiment cette vocation. Donc plutôt que d'avoir une réflexion, qu'on m'a susurré, en me disant, mais pourquoi cet établissement de 9 hectares, avec cette anse bien placée comme c'est, vous n'allez pas voir un petit peu du côté de la promotion si vous avez, bien sûr qu'on aurait eu des propositions. Mais ce n'était pas le souhait de la commune, et je pense que ce n'était pas le souhait des habitants de Bagnols-sur-Mer. Nous avons souhaité avoir un arrangement, un deal, une proposition, de manière à ce qu'on puisse relocaliser sur l'établissement les maisons de retraite, comme je l'ai expliqué, et le pourquoi, et la masse. 220 emplois. L'investissement est important, si messieurs vous l'expliqueront. Important, et moi je suis un maire ravi, parce qu'on arrive au bout d'un long chemin de négociations, de transactions, pas entre nous, mais il a fallu aller voir les services de l'État, parce que aussi le centre Lyon-Marais a une partie de ces bâtiments qui sont en zone rouge, donc il a fallu discuter avec les services de l'État. Il a fallu aussi, pour eux, aller chercher des financements. Hein, et il fallait monter tout ce dossier. C'est un projet de 32 millions d'euros, qui n'est pas payé par la commune, je le dis pour les gens qui sont là, ne pensez pas que c'est le budget communal qui va les payer. Mais c'est un budget de 32 millions d'euros, c'est un budget important, qu'il faut bien sûr financer, ils vous expliqueront pourquoi, comment ils vont faire, et c'est un projet qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il coûte 32 millions d'euros, mais moi je me dis, et on peut partager cet avis, c'est qu'à un moment, quand on met une telle somme dans un investissement, c'est pour le pérenniser. Ça veut dire que dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 30 ans, ce n'est pas l'établissement qui va fermer, bien au contraire. C'est l'établissement qui va avoir vocation à rester, à faire des investissements et à s'agrandir un peu. Parce qu'à travers les discussions que nous avons, nous pensons que cet établissement, pour répondre aux besoins de la côte, peut s'agrandir, peut-être avoir une partie sur les accueils de jour, notamment pour les gens à la maison de retraite, pour les malades d'Alzheimer, pour la masse. Parce qu'on sait tous, et peut-être on y sera tous confrontés, et on ne le souhaite à personne, bien entendu, que quand on a un conjoint, quand on a un parent, quand on a une personne chère dans sa famille, qu'on ne veut pas mettre dans un établissement et dont on assure la garde, c'est très lourd. Et qu'à un moment, les familles ont besoin de souffler. Elles ont besoin à un moment de se reposer, de se retrouver. Et actuellement, il n'y a pas de structure. Donc, en même temps, sur ces 4 villes de la côte, de Cervère jusqu'à Collioure, il y a ce besoin, il y a cette demande par rapport aux populations. C'est une discussion qu'on a eue avec Ségolène de Ville et qui n'est pas fermée. Donc on peut imaginer ça. On peut imaginer aussi, et c'est une certitude, on en parle beaucoup, qu'il y a cette silver economy, dans l'économie autour des personnes âgées, qui existe et qui va s'amplifier. Pourquoi? Parce que nous sommes sur des territoires attractifs et qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent prendre leur retraite et qui arrivent ici en bonne santé, 60 ans, 65 ans, 70 ans, mais le temps passe et la vie, malheureusement, fait que les personnes se retrouvent seules, se retrouvent dans des santé un peu plus compliquées et ont besoin d'accompagnement. Tout le monde ne souhaite pas et ne souhaitera pas aller à la maison de retraite. Et c'est bien légitime. Et donc, il y a vraiment un besoin par rapport aux populations de maintenir des personnes à domicile. Et pour se maintenir des personnes à domicile, bien sûr qu'il existe l'ADMR, qu'il existe des organismes. Mais je pense qu'on aura besoin à un moment de mieux s'organiser, de mieux se structurer. Et dans mon esprit, autour du projet, ce pôle de santé médicale autour des personnes âgées, autour de nos aînés, peut remplir cette mission. Demain, on peut avoir quelqu'un au bout du fil, on peut avoir un conseil pour pouvoir avoir des repas livrés, on peut avoir un conseil pour assurer les tâches ménagères, mais aussi on peut avoir peut-être un conseil pour avoir un kiné, pour avoir une infirmière, pour avoir un soignant. Et ça aussi, c'est certainement un des rôles que peut tenir cet établissement. Donc, moi je suis ravi qu'on ait cette réunion publique. J'espère que vous interviendrez pour poser des questions. Que je vous dise avant, c'est que cet après-midi, on a rencontré, je ne vais pas dire l'ensemble des personnels, mais de nombreux personnels de Paul Retsch, de Vincent Zema, du centre Lyon-Marais. Là, la réunion a été très cordiale et
est très riche parce que ça leur a permis, à tout le monde de discuter, d'échanger des points de vue, et ça c'est bien. Et aujourd'hui, je vois que certains sont encore revenus. Vous n'avez pas eu assez, mais vous poserez des questions que vous n'allez pas oser. Mais pourtant, je vous ai aidé, parce que j'ai posé des questions pour vous. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Alors ça, c'est une boutade entre nous. Mais la vérité, c'est qu'il faut poser des questions, parce qu'après, on va me demander des explications. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé. Par contre, ces messieurs sont là, et ils sont en capacité de vous répondre. Donc, très joli projet. Alors, les architectes qui ont conçu le projet sont là, c'est peut-être vous qui interviendrez avant. Oui, pour un peu. Et après, ces messieurs vous présenteront le projet. Surtout, n'hésitez pas à demander, parce que ça engage l'avenir de Banyuls pour de nombreuses années. Voilà. Merci de m'avoir entendu. Bonsoir, Jean-Paul Dupont, je suis le directeur général de l'ULSA. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, c'est un projet qui est très important. Peut-être avant de laisser la parole aux architectes qui vont nous le présenter plus en détail, vous rappelez que ce projet fait l'objet quand même d'un projet beaucoup plus global, qui consiste d'une part à regrouper tous les services SSR de Banyuls, de Cerbère et d'Arles-sur-Tech sur Perpignan. C'est un projet très important. Pourquoi sur Perpignan? Parce que finalement c'est un rapprochement par rapport à la population, mais qu'en contrepartie, il y a eu des compensations importantes sur la côte. À Cerbère, il y avait la création d'une unité de personnes handicapées vieillissantes, d'une maison d'accueil spécialisée et d'unités pour amendement Croton. Ici à Banyuls, évidemment, on va parler avec le regroupement des 2 maisons de retraite sur le site dont a parlé Monsieur le maire et la construction d'une maison d'accueil spécialisée. Sur Arles-sur-Tech, la création d'une unité de soins de longue durée. Donc on est vraiment sur un projet qui est conséquent et qui aujourd'hui, on peut le dire, est financé et a été autorisé. Ce qui est très important. Ça veut dire que nous rentrons maintenant dans une phase pratique. Nous allons commencer à construire. Alors, nous avons déjà réalisé sur Cerbère en 2016 des travaux délicats parce que le site est occupé. C'est toujours compliqué de faire des travaux dans un site occupé, mais déjà nous avons installé l'unité de patients handicapés vieillissantes, quelques places de maison d'accueil spécialisées. À partir de 2017, ce sera l'unité pour les amendements d'Icroton. Et nous attaquons tout de suite après, évidemment, en 2017, on va en parler, le projet de Banyuls qui ce soir nous réunit. Alors un projet conséquent, je dis pourquoi? Parce que finalement, il y a la reconstruction d'une maison d'accueil spécialisée de 58 places, et la reconstruction de 2 maisons de retraite pour le Reich ainsi que Vincent Azema, de 154 lits au total, sur un site très particulier et remarquable que le site du centre Élio-Marin. Donc vous allez voir, les architectes vont nous le présenter, c'est un projet quand même qui va durer durant 6 ans. Alors vous allez me dire pourquoi une telle durée, pourquoi une telle durée des chantiers? Tout simplement parce qu'il va y avoir au moins 3 phases. La première phase, c'est la construction d'une maison d'accueil spécialisée qui va commencer dès l'année prochaine, dès 2017, et qui va durer jusqu'à à peu près 2019. On va dire il y aura à peu près 18 à 2 ans de travaux. On va à ce moment-là déménager le SSR sur Perpignan, puisque le projet de Perpignan sera construit. On est le premier semestre 2019. On va faire la deuxième phase, c'est-à-dire démolir l'ensemble des bâtiments, et ensuite terminer cette deuxième phase par une troisième phase, la construction de 2 EHPAD sur le site. Alors le projet il est pensé de manière globale. Pourquoi? Parce que tout simplement il fallait que finalement dès le départ on sache exactement où situer les bâtiments pour avoir un problème de cohérence globale du projet sur le site. Il ne s'agissait pas de construire une maison d'accueil spécialisée, de lancer ensuite des consultations pour reconstruire des maisons de retraite, etc. Ça aurait été extrêmement compliqué. Donc tout de suite, si vous le permettez, je vais laisser la parole aux architectes qui vont nous présenter ce projet dans le détail, qui vont vous permettre de voir finalement quelle était la philosophie pour construire ce projet et surtout qu'est-ce que ça peut donner en matière architecturale. Merci à vous. Oui, bonsoir à tous. Je suis Jérôme Derlot, architecte. Je suis accompagné de Clotilde Juvet. Et nous allons vous présenter le projet. Tout d'abord, dire que nous sommes 2 ce soir, mais que pour penser ce projet et pour le réaliser dans les années qui viennent, vous avez tous les logos qui sont en bas. On est un peu les chefs d'orchestre d'une équipe conséquente avec des bureaux d'études, un paysagiste, des bureaux d'études en cuisine, des bureaux d'études HQE, enfin une équipe assez importante pour mener à bien ce projet qui est effectivement assez passionnant, mais également assez complexe. En introduction, je voudrais revenir sur le site. L'agence travaille depuis quelques années maintenant, mes cheveux blancs en témoignent, mais sur un territoire assez large, et je ne crois pas qu'on ait déjà travaillé sur un site aussi beau, et en tout cas qui nous ait autant passionnés. On y est venu avant le concours, on y est venu pendant, on y est revenu après, on s'y est beaucoup promené, et il y a un intérêt qui est né de ce site-là à l'agence, c'est-à-dire bien sûr sur l'équipe qui a travaillé, mais même au-delà, sur l'ensemble de l'agence qui a trouvé ce site non seulement magnifique, mais en plus passionnant,
et l'idée de continuer à travailler sur ce site avec toutes les difficultés qui sont là, et de travailler sur ce paysage qu'on a trouvé tellement merveilleux, à la fois par la présence de la mer, qui bien sûr qu'on ne peut pas oublier, qui est omniprésente, qu'on a essayé de donner au plus grand nombre dans le projet, mais également tout ce territoire végétal qui a ancré notre réflexion et qui est vraiment à la base de ce qu'on a essayé de développer sur ce site. Donc, au départ, on a essayé d'analyser un petit peu le site dont je parle, et l'idée, c'était que le projet puisse y trouver une juste place, avec à la fois beaucoup d'humilité, pour que cette nature qu'on a trouvée, nous, extrêmement merveilleuse, puisse continuer à perdurer, mais également qu'il puisse trouver sa juste place pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir arriver à résoudre tous les problèmes fonctionnels qu'on nous posait. Donc on est parti un petit peu de l'analyse du site, qui en fait se décompose un petit peu en lanières, en 4 lanières, c'est comme ça qu'on l'a analysé, c'est comme ça qu'on a essayé d'y implanter le projet. La première lanière, c'est ce qu'on a appelé le versant planté, là on va s'implanter finalement, qui borde la route, et on va implanter les stationnements. Ensuite on a la présence de l'eau, c'est-à-dire le chenal qu'on va créer pour pouvoir construire plus tard et qui débouche sur la plage. Ensuite, le centre héliomarin, c'est-à-dire là où on implante les bâtiments, l'emplacement qu'on a pour s'implanter avec humilité dans ce site. Et enfin, la pinède, qui est la partie un petit peu haute et qui vient jouxter la vigne. Voilà. Et c'est un petit peu cette analyse-là et ce découpage qu'on a mis en place dans le projet qu'on voit ici, avec donc effectivement ici l'ensemble des parkings visiteurs, le chenal, qui est un élément très important du projet, puisque c'est lui qui permettra la constructibilité de la partie basse ici, l'ensemble des bâtiments, voilà, qui se découpent ici, suivant, on reviendra un petit peu après sur le projet, des accompagnements paysagers très forts, c'est-à-dire qu'à la fois ici, une place commune et puis des éléments en pente douce qui permettent de conduire à la mer, mais également on voit ici tout un traitement de paysages extrêmement travaillés, et ensuite ici l'espace vert qui demeure et qui vient border les lignes. Je passe la parole à Clotilde pour la partie fonctionnelle. Alors pour tenter de se fondre au mieux dans la qualité de ce site remarquable, on s'est inspiré de ces petits murets traditionnels caractéristiques des terrasses environnantes et qui forment comme des plissements de terrain pour développer le thème du pli comme vraiment idée force de notre projet. Alors ce pli, vous allez voir, qui était à la fois pour nous liant, à la fois structurant, à la fois physique, pardon, je n'ai pas l'habitude de parler physique et symbolique, a vraiment été le fil directeur de toute notre démarche de conception, et c'est ça que je vais essayer de vous expliciter à travers des petits schémas simples. Alors le projet vient se poser comme s'ancrer dans son terroir, sur un grand socle en pierre ondulant selon les courbes de niveau. Alors ce grand socle vient soit tout simplement rattraper la différence de niveau quand le terrain est en faible pente, soit abriter tout un tas de fonctions qu'on souhaitait vraiment cacher à la vue, c'est-à-dire le parking du personnel, les locaux logistiques, la cour de service, afin que la beauté du site soit perceptible en tout point dont le site est visible quand on arrive ou quand on vient de toutes parts. Ensuite, sur ce socle commun en pierre, viennent se poser successivement les 3 bâtiments. Avec tout d'abord la masse, qui va être donc implantée, comme on le disait, en premier pour des raisons de contraintes à la fois de programme et de phasage, a été volontairement implantée en position haute du terrain pour vraiment bénéficier d'une vue dégagée. Sous cette masse viennent s'empiler, viennent se lever les locaux communs, qui sont en position vraiment centrale et intermédiaire et connectés à l'EHPAD qui, elle, est située en position basse pour ne pas masquer la vue des 2 autres. Alors ce choix d'empilement, pour ne pas créer vraiment 3 bâtiments distincts, mais vraiment un bâtiment unitaire, était pour nous paraissait fondamental pour traiter d'un ensemble cohérent et unitaire volumétriquement et porter symboliquement l'idée et l'image
du centre Élio-Marin comme une entité propre. Alors pour essayer de matérialiser ce lien symbolique entre ces trois entités, on a imaginé créer un hall central à l'interface entre les trois structures, à l'interface entre les PAD, la masse et les locaux communs. Alors ce hall central n'était pas prévu au programme, donc c'était une proposition de notre part. Un hall qui ne se substitue pas au hall spécifique de chaque partie de l'établissement qui ont bien sûr leur fonctionnement propre et autonome, mais qui proposait de ramener une notion supplémentaire de vraiment lieu de rencontre à l'interface des trois structures. Alors ce hall central, il a aussi la vocation d'assurer un lien vertical entre les différents niveaux du centre Élio-Marin et permettra aux utilisateurs, permettra aux résidents et aux visiteurs d'accéder simplement et directement à tous les niveaux de l'établissement. Je vais un peu vite. Donc on a profité également de la déclivité de ce sol pour organiser tout ce qui s'appelle donc locaux communs, les séparer en deux strates, avec une strate intermédiaire, qui est la strate qui renferme tous les locaux logistiques, qui sont des locaux qui sont exclusivement destinés au personnel et qui sont de plein pied avec la cour logistique. Et en position basse, on a regroupé, on ne les voit pas très bien parce que ça projette mal, mais tous les locaux qui sont des activités communes, donc des grandes salles qui sont, elles, destinées à recevoir potentiellement du public et qui sont liées avec l'accès principal à ce noyau central. Alors ce hall central est également accompagné d'un vaste parvis planté et aménagé qui sera desservi directement par un dépose-minute et qui sera également lié directement au parking des visiteurs que l'on a vu tout à l'heure sur le plan de masse par le biais d'une passerelle piétonne, également connecté directement à la mer par le biais d'un aménagement qui va passer en pente douce sous l'aile de l'EHPAD. Donc voilà, on a vraiment imaginé ce parvis d'entrée comme vraiment un lieu de repos, un lieu de vie, traité dans un esprit de place du village, vraiment à l'interface entre tout. Le travail sur les volumes a vraiment relevé de cette même démarche de convivialité, d'échelle humaine et domestique, scandée par une succession de ce que l'on a appelé des petites maisonnées qui sont comme posées, qui sont comme articulées sur ce grand socle commun en pierre. Alors elles sont inspirées de l'architecture traditionnelle locale avec des toits en tuiles, avec des percements verticaux, avec des teintes ocre. Et en même temps, on a voulu leur donner aussi une écriture contemporaine, comme des petites boîtes, comme des petits écrins, qui sont animés par des façades qui sont composées d'un jeu aléatoire de panneaux verticaux en béton avec des teintes ocre. Alors ces petits écrins, ces petites boîtes, viennent ensuite se modeler, viennent ensuite se désaxer pour à la fois suivre les courbes de niveau et à la fois rechercher les mêmes orientations pour les chambres des résidents qu'elles renferment. C'est ce qu'on voit sur ce plan. Donc voilà, on a vraiment essayé que le plan se lobe le mieux possible dans son terrain pour faire bénéficier des meilleures vues possibles aux gens qui vont l'utiliser. Si on rentre un tout petit peu dans l'organisation des bâtiments eux-mêmes, on a pris une attention particulière pour mettre vraiment les postes de soins au cœur de chacun des établissements. Donc cette position stratégique nous paraissait fondamentale pour à la fois permettre de réduire au maximum au quotidien le nombre de pas du personnel et des résidents, mais également d'assurer une très bonne surveillance, puisqu'on est en milieu, on a vraiment une vue panoramique sur tout, et également permettre au personnel de soins d'avoir une qualité de vie et de travail vraiment pour nous Toulousains super, avec la vue sur la mer et sur l'espace boisé glacé. Ensuite viennent autour de donc ces postes de soins centraux, viennent s'articuler, viennent s'enrouler tous les lieux de vie de chacune des unités, pour vraiment bénéficier de cette position stratégique au cœur de chacun des établissements, et également profiter de vastes terrasses et jardins centraux, protégés du vent et notamment de la tramontane, et avec des vues panoramiques sur la mer, parce qu'il me paraissait très très important que chaque résident, qu'il soit à la masse ou à l'EHPAD, puisse équitablement bénéficier de cette vue.
Ça, c'est une perspective qui montre en fait une vue depuis une des terrasses de l'EHPAD en regardant la mer. Et pour terminer sur le fonctionnel, on a aussi pris beaucoup de soin à travailler sur la qualité des circulations. Ça nous paraît être un élément vraiment fondamental dans ce type de projet. Arriver à ce que casser avec le caractère souvent monotone et rectiligne des circulations, caractère hospitalier, et essayer de vraiment s'en dégager, en travaillant donc sur ce que l'on a appelé les petites maisonnées, que je vous ai déjà explicité en volume, ces petites maisons, mais qui correspondent en plan à des petits regroupements de 6 à 8 chambres qui sont scandés par des petits salons qui permettent d'amener la lumière naturelle, qui permettent aussi de casser cet effet de longueur et qui permettent à la fois d'intégrer des bancs pour aider à la déambulation. Alors, ce dispositif permet bien sûr d'amener de la lumière naturelle, permet également d'offrir des repères clairs, c'est souvent important pour aider les résidents à retrouver leur chambre facilement et ne pas être perdus dans la monotonie d'un couloir, et également les aider dans la déambulation en leur permettant de faire quelques pas, de se reposer, de s'asseoir, d'avoir une vue cadrée sur le paysage et continuer son cheminement. Je vais revenir un petit peu peut-être sur le phasage, parce que je crois que c'est important d'y amener un petit peu de détails. Donc la première phase, c'est ce qu'on voit là, c'est la partie haute du site, c'est-à-dire qu'on va construire, après avoir démoli quelques-uns des bâtiments actuels, on va construire la masse qui est ici. Donc c'est un chantier qu'on voit, qui est donc clos et indépendant, pour que les gens qui vivent aujourd'hui encore, qui vivront au démarrage de ce chantier dans le site actuel, soit le moins possible dérangé. Donc on va construire la masse et on va construire ici aussi, on va préconstruire le premier pont qui enjambera le chenal, parce qu'il est important que pendant le chantier du chenal, la future masse soit bien sûr desservie par ce pont. Donc ça, c'est la première phase de travaux qu'on a estimée à 18-20 mois. La deuxième phase, donc la masse est aujourd'hui en fonctionnement. La seconde phase, qui est primordiale, c'est la construction du chenal, qui permet donc le déclassement en non constructif du terrain bas, qui permet donc demain de pouvoir construire à cet endroit. Donc on construit le chenal, les aménagements autour, et les deux autres ponts, la passerelle piétonne connectée, on l'a dit, à la place centrale, et le deuxième pont qui permet le cheminement vers les vignes, et qui permettra également l'accès du personnel. Et une fois que cette phase, qui dure 17 ou 18 mois, est faite, donc on peut obtenir la constructibilité du bas du site, on peut donc redéposer un permis de construire, et on peut construire ensuite la masse, l'EHPAD, qu'on voit ici. Alors, ce que j'ai oublié de dire, je reviens un tout petit peu, c'est qu'on construira également en première phase les locaux communs nécessaires, restauration, lingerie, nécessaires au fonctionnement de la masse et au fonctionnement de l'ensemble, mais on les construit en première phase pour que la masse puisse en bénéficier tout de suite. Voilà, donc troisième chantier, on a démoli, on voit aussi qu'on arrive à gérer un chantier clos et indépendant pour minimiser les nuisances par rapport à la masse qui vivra sur le site. Et une fois qu'on a construit cet ensemble-là, on a donc le projet finalisé, et c'est à ce moment-là qu'on fait également tous les aménagements paysagers dont j'ai parlé tout à l'heure. En conclusion, je veux dire un mot sur le côté assez passionnant qu'on a trouvé à faire continuer le projet de vie et le projet de santé qui se déroule sur ce site. En 1888, c'était l'implantation du sanatorium, donc on s'occupait à l'époque des enfants tuberculeux, et je trouve ça assez passionnant. Aujourd'hui, après les enfants, après les adultes, on va s'occuper des personnes âgées et faire vivre la santé dans ce site magnifique, et donc en faire profiter le plus grand nombre de personnes possible. Et je crois que c'est un des défis qu'on a essayé de relever dans notre projet, et on espère que notre architecture pourra y aider. Voilà. Messieurs, dames, avant peut-être de vous laisser la parole par rapport à la question, monsieur le maire, je ne sais pas comment vous devez organiser le débat, quelques informations par rapport à l'aspect financier après la présentation. C'est un projet quand même de 32,5 millions d'euros, donc un projet qui est très très important.
Oui, parce qu'il voit la reconstruction entre guillemets de la masse de 58 places et de 154 places, pardonnez-moi, d'EHPAD, avec un projet important. Alors le faisage, je vais bien insister par rapport à celui-ci, il peut paraître un petit peu long, je parlais de 6 ans, mais il est lié aussi, vous l'avez compris avec la présentation qu'on a fait des architectes, sur d'abord la construction de la maison d'accueil spécialisée, la masse, ensuite la partie chenal plus démolition, et en troisième phase, une fois que le SCC aura déménagé sur Perpignan, évidemment, la reconstruction des EHPAD. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va durer de 2017, en début année 2017, jusqu'à 2023, je crois. On est à peu près dans ce timing-là. Voilà à peu près globalement les informations. Rappelez aussi que nous avons tout à l'heure, M. le maire le disait, on a présenté ce projet à l'ensemble des salariés des 3 établissements, veuillez m'excuser, 3 établissements, le CHM, la Basse et Paul Rech. On a un certain nombre de questions très particulières par rapport aux 2000 des salariés. Peut être reprécisé que ce projet-là ne prévoit pas en termes de suppression de postes, au contraire de maintenir les effectifs, voire même de les développer. Comment les développer? Tout simplement parce qu'on a, avec ce projet, les architectes n'ont pas dit, mais je vais me permettre de dire, ce projet est assez évolutif et on pourrait éventuellement glisser d'autres projets dans le cadre de cette restructuration. Par exemple, le développement de l'accueil de jour, que ce soit au niveau de la maison d'accueil spécialisée et ou au niveau de l'EHPAD, où vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de privilégier au niveau national ces structures un petit peu intermédiaires entre une hospitalisation ou un hébergement à temps complet, EHPAD ou MAS, et aussi le domicile, ces structures un petit peu mixtes qui permettent parfois aux familles de souffler en ayant la possibilité d'amener leur enfant qui a grandi éventuellement au niveau de la maison d'accueil spécialisée durant la journée, ou voir aux personnes âgées de commencer à s'habituer à un fonctionnement de type EHPAD en ayant une prise en charge durant toute la journée. Donc on est vraiment sur cette logique-là qui consiste à mieux répondre aux besoins de la population, que ce soit par rapport à la reconstruction des bâtiments, mais aussi par rapport à développer de nouvelles structures qui sont là pour un petit peu de manière intermédiaire pour répondre à des besoins, à des personnes qui n'ont pas encore franchi le pas et qui ne veulent pas rentrer en institution, ou qui ne peuvent pas rentrer en institution. Monsieur le maire, voilà, je vous rends la parole, éventuellement. Ben, voilà, donc moi je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, les architectes, et bien sûr M. Dupont et son équipe de la clarté de l'exposé. Par contre, ça me paraît important que vous interveniez, vous posez des questions. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez préciser. Les personnels ont parlé tout à l'heure des statuts, par exemple. Je vais relancer le débat, des statuts des personnels, parce qu'il y a des privés, il y a des statuts publics, le nombre de salariés a répondu en partie. Moi, je ne sais pas, j'ai envie de faire passer le micro dans la salle et de vous laisser poser les questions que vous souhaitez. Jean-Michel. Merci. Après cet exposé de cette vue d'ensemble, je voulais simplement demander que deviendront les bâtiments de Paul Rech et les bâtiments d'Azema. Alors, vous comprenez bien que pour en arriver à ce projet, on a beaucoup travaillé et beaucoup réfléchi par rapport à ce projet-là. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas réfléchi sur le reste, mais nos réflexions n'ont pas encore abouti. Parce que d'abord, on est sur du moyen terme, hein, sur 6 ans, qui va s'engager par rapport au devenir d'un bâtiment. L'idée qui est la nôtre, elle est de se servir de ces bâtiments, que ces bâtiments soient utiles pour la ville. Dans un moment qui puisse peut-être nous aider à recréer de l'emploi, à créer de l'emploi. Je pense notamment à des structures que peuvent être des seigneuriales, par exemple, ou un établissement dans lequel, qui est une, comment je peux dire, pas une pré-maison de retraite, mais un établissement qui pourrait accueillir des personnes âgées, mais qui n'ont pas besoin d'avoir une longue médicalisation et qui peuvent être plutôt des maisons de repos, des maisons de séjour comme ça. Donc, parce qu'on sent qu'il y a la demande. Donc, on va beaucoup travailler par rapport à ça, notamment peut-être par rapport à Vincent Azema, voir si on peut arriver à orienter cet établissement, à intéresser des investisseurs. Et notre recherche, je le répète, elle n'est pas une recherche pécuniaire, bien que nous ne soyons pas des gens désintéressés non plus, et que si on peut amener un plus au CCAS qui en est propriétaire, c'est bien. Mais le premier but, c'est de recréer l'activité de l'emploi sur Venus-sur-Mer. Donc c'est une des pistes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Donc
Actuellement, je n'ai pas une réponse précise par rapport à ça. En ce qui concerne Paul Rech, établissement un peu plus compliqué, puisque je vous l'ai dit en zone rouge, donc qui a une adaptation à faire, il ne va pas le raser, hein, qui a une adaptation à faire, et certainement le rez-de-chaussée ne pourra plus servir à y faire du logement, notamment pour les contraintes de zone rouge. Mais il reste 2 étages à aménager. La réflexion qui est la nôtre, c'est d'abord, Paul Rech, par rapport à sa situation, appartient au conseil d'administration. Paul Rech s'appartient à lui-même, donc, et c'est un établissement qui sera certainement vendu pour que son financement puisse participer à la construction de ceci. Parce que tout ceci, on a parlé de construction, de financement, donc il y a aussi un capital par rapport à la valeur de cet établissement qui devra à un moment être géré de manière à ce qu'il puisse participer à la construction en partie de l'établissement Paul Rech à l'intérieur des établissements du centre du Marais. Donc l'idée c'est aussi peut-être de s'orienter sur du logement, puisqu'on sait qu'à Bagnols on est en peine par rapport à des logements, peut-être du logement social, peut-être du logement pour les primo-accédants, peut-être accession à la propriété, mais on va travailler autour de ça. Actuellement, on n'a pas encore de pistes très sérieuses par rapport à ça, mais c'est notre volonté. On a encore un peu de temps pour y arriver, donc petit à petit, on va y travailler et on ne manquera pas, comme on fait à chaque fois, de faire des réunions et d'en informer en premier lieu les riverains, parce que ça les concerne, mais aussi la totalité de la population, bien sûr. Voilà. Mais en gros, on peut dire, la volonté, c'est de répondre à une demande par rapport à la ville de Bagnols-sur-Mer, en premier lieu, qui est double, une demande de création et de maintien de l'emploi sur Bagnols, et à travers un établissement, je le répète, où on pourrait créer un seigneurial, de l'aide à la personne, etc., peut-être plus approprié autour de Vincent Azéma, et de répondre à une problématique de logement, notamment sur du logement social, ou sur du logement de primo-accédant. Ça peut être du logement social en location, ça peut être aussi de l'accession à la propriété pour des personnes. Voilà. Donc ça me paraît des pistes que nous sommes en train de travailler là-dessus. La question me vient parce que la parole, M. Conesa, le directeur de Paul Rech, n'a pas pris la parole. Alors je voudrais savoir si dans le projet, comme je ne l'ai pas entendu, est-ce qu'il y a 2 EHPAD qui restent autonomes ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul EHPAD qui sera là, dans la mesure où, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une maison de retraite qui est publique, il y a une maison de retraite qui est privée. Oui, c'est une bonne question. C'est une question à laquelle il a été répondu au personnel cet après-midi, je crois. L'idée, c'est d'avoir un centre commun, où il y ait un seul EHPAD organisé pour fonctionner de façon... Ceci étant, le statut du personnel public est totalement préservé, puisque rien n'oblige le personnel des agents hospitaliers à changer de statut. Ce n'est pas prévu par la loi. Il faut être obligatoirement rattaché à un établissement public. Voilà. Donc ça veut dire que la maison de retraite publique intègre une maison de retraite privée? Non. Simplement, il est créé un groupement de coopération médico-sociale, puisque c'est une nouvelle articulation pour faire fonctionner les établissements sanitaires, qu'ils soient publics ou privés. Et ce groupement deviendra employeur de l'ensemble des personnels. Chaque personnel gardant son statut. Je ne sais pas si je suis bien clair. Il n'y aura qu'un directeur ou une directrice. Oui, bien sûr. Il y aura un pilote dans l'avion. Voilà. Le contrôle de M. Dupont.
Compris, c'était pas aussi clair que ça. Le statut du personnel public se confère si c'est une activité publique. C'est ce que j'ai compris dans ce que vous dites. Non, c'est pas tout à fait ça. Le personnel public peut changer de statut. Bien. S'il ne souhaite pas changer de statut, il va travailler où? Le personnel public, s'il souhaite garder son statut, garde son statut. Y compris, Et il reste dans cette structure. il reste rattaché à la structure publique. C'est ce que dit la loi pour tout le personnel hospitalier de France et d'outre-mer. Et la structure publique est où géographiquement? Madame peut préciser que l'association, que ce soit la SCV et ou la base, sont des structures certes privées, mais à but non lucratif. C'est-à-dire que nous avons exactement les mêmes missions de service public que n'importe quel établissement public. La seule distinction qui est ici, c'est par rapport au statut entre guillemets du personnel. Le statut public a un statut particulier, les salariés de la base et ou de la SLV ont un statut, je dis entre guillemets, lié à une convention collective, la convention collective 1952. Mais les missions des établissements sont les mêmes. Donc un salarié du secteur public peut tout à fait travailler dans une structure commune qui va être créée, comme l'a dit M. Conesa, qui s'appelle un groupement de coopération sanitaire et médico-sociale. Dans ce groupement, il va gérer, entre guillemets, deux types de salariés, je dis deux types avec les guillemets qui s'imposent, les salariés relevant de la convention collective 51 et les salariés relevant du statut public stricto sensu. Voilà. Ça fonctionne dans beaucoup de structures, déjà, hein, c'est pas une nouveauté par rapport à ici à Bagnous, hein. Il y a d'autres types de structures qui fonctionnent selon ce principe-là. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je précise bien, comme l'a dit M. Conesa, que chacun conserve, entre guillemets, son statut, ou la convention collective, s'il relève de la convention collective. Il n'y a pas de distinction par rapport à ça. Chacun conserve le statut. Par contre, il y a un travail commun qui est fait entre les salariés du public et les salariés relevant de la convention collective. Autre question, dans les développements d'activités futures éventuelles, est-ce que vous pensez à la mise en place d'un HAD? Alors, la mise en place d'un HAD... Hospitalisation à domicile, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est une question qui est très intéressante et d'une part qui correspond vraiment à un besoin. La création d'un HAD impose aussi une autorisation et un financement particulier. Est-ce que par rapport au secteur de Bagnous, cette possibilité existe? C'est un travail qui doit être réalisé avec les autorités de tarification, notamment avec l'ARS. Mais l'idée est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est plus uniquement les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap qui viennent à la structure, c'est la structure qui se déplace et qui prend en charge les personnes à domicile. Il y a une autre solution qui est un petit peu intermédiaire, qui ne s'appelle pas HAD, mais qui s'appelle accueil du jour itinérant. C'est-à-dire que ce n'est plus les personnes âgées qui viennent au niveau de l'accueil du jour, c'est la structure accueil du jour qui va se déplacer et qui va aller au domicile de la personne. Ça se fait dans d'autres départements, je pense notamment à l'Ariège, qui est pas très loin d'ici. On a une structure de ce type-là qui fonctionne même très bien. C'est un projet qu'on souhaite développer. Pourquoi pas ici à Bagnous? Mais la réflexion est très intéressante parce qu'on est dans l'inversion un petit peu, je dirais, des priorités. Ce n'est plus la personne âgée qui se déplace, c'est l'équipe qui va au domicile de la personne âgée. C'est un petit peu le même schéma qu'avec l'HAD. C'est un peu plus compliqué avec l'HAD parce qu'il faut une autorisation très particulière. Et dans l'HAD, on est dans le champ sanitaire. Alors que l'accueil du jour itinérant, on est dans le champ médico-social. Les autorisations sont parfois plus faciles à obtenir dans le champ médico-social que dans le champ sanitaire. Par contre, au niveau du SSR sur Perpignan, oui, pardon. Sur le SSR sur Perpignan, l'idée de créer un HAD est quelque chose qui est très intéressant. Enfin, quand je dis SSR sur Perpignan, je veux dire par là qu'il est possible que dans notre projet que nous sommes en train de développer sur Perpignan, on rattache aussi à ce projet-là un HAD qui lui pourrait rayonner sur la totalité par exemple du département. Hein. Je suis dans le champ SSR, sanitaire. Oui, je ne sais pas si c'est peut-être un peu prématuré pour poser la question, mais d'abord je voulais féliciter les architectes pour à la fois la conception du projet, parce que c'est très difficile de construire sur ce site-là. Il y a eu plusieurs réflexions qui ont été menées pendant des années. Le phasage aussi, parce que ça paraît vraiment séduisant, le phasage des travaux, le phasage aussi de la circulation du personnel et du fonctionnement. Mais par contre, est-ce qu'un phasage a été envisagé sur le plan juridique? Parce que la question qui a été posée
par exemple du statut du personnel, elle pourrait être réglée de façon simple en 2020, dans 3 ans, et les travaux ne seront même pas commencés pour l'EHPAD. La délégation de service public va être caduque. On pourrait imaginer que Vincent Azéma, que le CCAS, la commune de Bagnols, fasse le choix de faire basculer Vincent Azéma dans le service public, comme ça s'est fait pour la maison de retraite de Port-Vendres, et à ce moment-là, on aurait un seul EHPAD qui serait un EHPAD de type public. Je ne sais pas si la réflexion a été menée, s'il y a déjà des engagements qui ont été pris à ce stade-là, mais au-delà, cette DSP qui déjà présente une certaine fragilité juridique, la DSP actuelle, qu'est-ce qu'elle va devenir en 2020? Est-ce qu'elle sera maintenue au profit de la SCV ou de la base, ou bien est-ce qu'elle va basculer tout simplement dans le public? Et ça rassurerait vraiment le personnel qui passerait, comment ça s'est fait pour rendre son statut public. Alors, peut-être une première réponse, on va laisser la parole à Max Mesa. Déjà, dire quand même que aujourd'hui la BAS a une délégation de service public, puisqu'elle gère, en fait c'est la BAS, une institution qui gère l'autorisation. Première remarque. La deuxième remarque que je pourrais faire, c'est que les statuts du CCAS ne sont pas les mêmes que les statuts, entre guillemets, hospitaliers publics, puisque un relève du statut, on va dire, communal, des employés, entre guillemets, des collectivités territoriales, pardonnez-moi, pas communales, mais collectivités territoriales, les autres du statut hospitalier qui est national. Donc on est dans cette logique-là. Le deuxième ou le troisième élément, c'est que on ne répondrait qu'en partie à la question, parce que sur le site, quand même, il y aurait aussi la maison d'accueil spécialisée, qui, elle, relève bien du secteur privé à but non lucratif. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée n'est peut-être pas d'opposer le secteur ou les statuts de l'un par rapport à l'autre, mais plutôt d'essayer d'envisager un projet qui fonctionne bien et qui surtout qui essaie de répondre aux besoins de la population. Je crois que la logique est plutôt de ce côté-là. Deuxième ou troisième remarque que je pourrais faire par rapport à cela, c'est vrai qu'il se décide aussi parfois au niveau national que le statut privé à but non lucratif est un peu plus intéressant pour les salariés, dans certains cas, dont la question est posée par rapport au choix que pourraient faire aussi les salariés de basculer de l'un à l'autre, tout en conservant quand même un pied sous forme de détachement ou de disponibilité dans la fonction publique hospitalière. Oui, c'est simplement pour répondre par rapport à Port-Vendres. Port-Vendres, c'était deux associations. Donc la municipalité a décidé de créer un établissement public que j'ai mis en place. C'est difficilement imaginable, pour les raisons que Jean-Paul Dupont évoquait, d'être sur le même schéma. Le plus, ça reste quand même un schéma assez daté, puisque depuis, il y a des groupements de coopération médico-sociaux, des groupements sanitaires médico-sociaux qui peuvent être mis en place par la loi, en préservant le statut des différents personnels. Je crois que demain, ce qui est important, c'est que sur le site, il y ait un seul pilote sur le site pour lui donner sa cohérence et avoir le meilleur service rendu, que ce soit au niveau de la masse ou des résidents des EHPAD. Voilà pourquoi nous avons choisi d'être dans un mouvement de coopération médico-sociale. Et pour Paul Retsch, je pense que c'est une raison majeure, parce que je vois mal comment on va longtemps préserver, on va longtemps remplir l'établissement des chambres à toilets et préserver le rez-de-chaussée, l'hébergement au rez-de-chaussée en zone inondable. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai encore une question par rapport à la gestion du personnel. Il va y avoir du personnel technique, centralisé, la lingerie, la cuisine, les ateliers, que sais-je encore. Il va y avoir du personnel soignant, il va y avoir du personnel administratif. Comment tous ces personnels, sous quelle entité ces personnels seront-ils gérés? Est-ce que ça sera une usine à gaz? Une usine à gaz. Pardonnez-moi de cette... Non, vous avez raison. Je ne crois pas que ce soit une usine à gaz, parce que tout simplement, il y a une entité, comme l'a dit M. Conesa, qui est très simple à mettre en place, ça s'appelle un groupement de coopération sanitaire et médico-sociale, qui sera l'entité qui va un petit peu gérer la totalité des services sur le site. Par contre, ce qui est important, c'est pas de dire est-ce que j'ai un statut différent ou pas de l'un à l'autre. On va conserver, chacun va conserver son statut et son fonctionnement. Il n'empêche quand même l'organisation globale va être commune. Je crois qu'il faut l'imaginer de cette manière-là. Il y a de nombreuses structures qui fonctionnent de ce type-là. Ça marche bien dans la mesure où c'est très correctement organisé. L'usine à gaz, c'est, à un moment donné, c'est quand finalement on n'a pas une vision d'ensemble des communes.
comme on l'a dit tout à l'heure, il est important d'avoir une unicité de pilotage sur la structure, sur l'ensemble des structures. Je crois que ça va rendre beaucoup de cohérence à ce projet-là. Même si on va travailler avec des salariés qui ont ou qui auront des statuts, entre guillemets, différents. Ça marche ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aussi à Bagnols. Hein. On a un établissement, l'association réseau gère un établissement, une maison de retraite à Sailly-du-Salat, c'est dans la Haute-Garonne, pas loin de l'Ariège. Il y a des salariés à l'intérieur qui sont des salariés communaux et des salariés corrélevant de la convention collective 52. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un pilotage commun. Chacun, je insiste bien, a conservé, entre guillemets, ses statuts. Tout simplement. J'ai une double question sur la masse. D'abord pour savoir si la nouvelle masse aura uniquement des chambres individuelles et si ces chambres seront plus spacieuses que les actuelles. Et la deuxième question concerne, quand j'ai regardé pour la première fois les plans, dans l'évolution actuelle, est-ce que le pavillon Roger est gardé ou pas? Puisqu'il était question à un moment donné qu'il y ait de l'hébergement pour les familles qui viendraient voir les patients. Parce que sinon, je ne comprendrais pas comment se fait-il que dans ce qu'on peut appeler quand même un aménagement à l'envers, c'est-à-dire qu'on va nous prendre les lits de SSR pour les amener à l'hôpital de Perpignan, donc traverser la ville de Perpignan, quand même qui pose pas mal de problèmes. Et est-ce que, dans le sens inverse, on n'aurait pas pu quand même essayer de garder une sorte d'hôpital local dans lequel on aurait eu encore quelques lits de SSR et de cardio qui auraient rendu quand même beaucoup de services sur le plan cantonal? Alors peut-être, monsieur, je ne sais pas répondre par rapport à votre dernière question. Vous savez qu'aujourd'hui, par rapport au SSR, les pouvoirs publics, hein, c'est vrai ici, mais c'est vrai ailleurs aussi, ont tendance à regrouper sur le même site des structures qui étaient disséminées, qui étaient réparties sur un territoire. Ici, dans les PO, on avait Cerbère, on avait Bagnols évidemment, et on avait Arles. Et que l'idée était de dire, si tant est qu'il n'y ait pas un projet de regroupement de ces trois structures, il y avait un élément qui allait arriver de manière très forte, c'est la fermeture de ces trois services. Pourquoi? Parce que les règles de sécurité, les règles de fonctionnement, les règles d'accessibilité, les règles de surveillance médicale n'auraient pas pu à terme être respectées. Donc je crois que l'idée, même si elle est un petit peu délicate et douloureuse à entendre, de regrouper sur Perpignan ces trois services-là, nécessaires, je suis sur le SSR, était à mon sens une nécessité. Une nécessité quand même qui doit s'accompagner d'un certain nombre d'éléments importants qui sont finalement que va-t-on faire entre guillemets ici dans les bâtiments qui existent, ou est-ce qu'on a des projets qui permettent de mieux répondre aussi à la population. Donc je crois que l'idée de dire, pour maintenir une activité SSR, oui sur le département et sur Perpignan, au plus proche de la population, il fallait les regrouper. C'était vital et à terme nécessaire pour justement que ce projet puisse se perdurer. Deuxième réponse par rapport à votre question, nous sommes plutôt aujourd'hui sur une réponse au plus proche des besoins de la population. Et que la population quand même SSR est proche quand même de l'agglomération de Perpignan par rapport. Oui, il y a des Bagnolins, je sais bien, hein, et même de Cerbère ou d'ailleurs, hein, plus loin. Mais il n'empêche quand même que la majorité de la population vient plutôt de là, ce sont des chiffres qui nous montrent. Dernier élément par rapport à votre question, sur le site ici de Bagnols, de Cerbère, il fallait trouver quand même des éléments de compensation. Je crois qu'ils ont été trouvés, et en plus ils ont été financés. Je crois qu'il faut que ça réjouisse. J'étais apprécié quand même que quand je rencontre mes collègues dans des réunions, tout le monde me demande comment encore, oui, en fait, ils me regardent d'un œil assez méchant, parce qu'ils disent que tous les moyens sont venus ici sur la côte, de la grande région. Je ne parle pas uniquement de Languedoc-Roussillon, je parle de Languedoc-Roussillon et des Midi-Pyrénées, parce qu'il a été créé un certain nombre de structures, la MAS, le CND Arles, etc., etc. Donc, je crois qu'il était important. Sur le site de la MAS, pour la part MAS, l'accueil des familles, on a intégré évidemment ceci, hein, dans le projet. Donc il y aura un accueil pour les familles, parce que là, pour le coup, il y a la nécessité éventuellement d'avoir un hébergement pour les familles qui viendraient ou qui n'auraient pas la possibilité de trouver une place ailleurs. Il y a une possibilité à l'intérieur de la structure d'avoir un hébergement pour les familles. Donc on essaie aussi de répondre à cela avec ce projet-là. Ça aurait été quand même dommage de ne pas l'imaginer avec la restructuration que nous envisageons. Pardon, excusez-moi. Dernière question, veuillez m'excuser. Évidemment, toutes les chambres sont à un lit, évidemment. Hein, excusez-moi. J'allais oublier de répondre à votre première question.
Bonsoir. Jocelyne Ruiz. Je me pose une question. C'est au niveau des bâtiments. Nous sommes à l'ère de l'épuisement des ressources naturelles. Et je suis quand même étonnée que dans l'ensemble, il y a des bâtiments qu'il fallait raser parce qu'ils ont été mal entretenus et qu'ils sont complètement délabrés. Mais il me semble, vous venez de dire qu'il y avait des bâtiments, ils ont été construits en 1890. Oh, ils sont plus là. Et l'entrée du centre Héliomarin, enfin, c'est une mémoire, c'est un bâtiment. Ça, c'est vrai. Et je me pose la question, est-ce que par rapport à cette histoire ici, ils représentent quelque chose d'important? C'est qu'on dire. Ils sont ce qu'ils sont, ils sont même je trouve que l'entrée du centre Héliomarin a quand même une forme d'architecture. Et je trouve que c'est assez étrange qu'on rase tout. Je suis tout à fait d'accord que ça demande un aménagement, tout est à reprendre, mais il y a quand même, je ne sais pas, on ne cherche pas à maintenir d'autant que nous sommes en épuisement de ressources naturelles. Alors ça veut dire que chaque fois que vous rasez des bâtiments comme ça, c'est aller creuser le sable, ou faire du béton, etc., etc. Alors moi, je serais très intéressée pour voir qu'est-ce que vous avez prévu sur les chantiers. Et toujours cette question, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de maintenir des bâtiments qui ont une histoire, l'histoire des Bahullins, et qui ont leur importance? Madame, si vous permettez, je vais répondre. C'est la parole à M. le maire, évidemment, et à notre architecte pour répondre à vos questions. Il y a plusieurs questions. Moi, je vais essayer de répondre par rapport aux bâtiments. Pourquoi raser les bâtiments? Il ne s'agit pas de raser les bâtiments pour raser les bâtiments. Il s'agit simplement d'avoir des bâtiments qui sont parfaitement adaptés par rapport au public que nous accueillons. Et aujourd'hui, on peut dire que ces bâtiments-là ne sont plus adaptés par rapport aux usagers, qu'ils soient malades, qu'ils soient malades ou qu'ils soient personnes handicapées. Je crois que l'important, c'est de dire qu'un bâtiment doit être parfaitement adapté à quoi? À tout simplement à l'usage qu'on va en faire. Et l'usage qu'on va en faire, c'est essayer de mieux répondre aux besoins des personnes qui sont confiées. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'il n'y ait pas des bâtiments qui soient parfaitement accessibles, qui soient parfaitement lumineux, qui correspondent à des soucis comme vous avez, je pense, exprimé par rapport à des besoins en matière de chauffage, en matière d'économie énergétique, etc., etc. Si un bâtiment n'est plus adapté par rapport à ce besoin, il y a plusieurs solutions. Il y en a au moins deux. La première solution, c'est essayer de les aménager pour les rendre adaptables. Et ça, c'est une des options de dépenses qui sont extrêmement coûteuses et qui jamais ne répondent réellement aux vrais besoins. La deuxième solution, c'est celle qui a été retenue, je pense que les architectes nous le diront, c'est éventuellement de repartir sur des bâtiments neufs, parfaitement adaptés par rapport à l'usage qu'on va en faire, c'est-à-dire répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées. Rappelons que, historiquement, ces bâtiments n'ont pas été construits pour cela. Ils ont été construits pour des enfants qui étaient très jeunes. Vous voyez quand même qu'il y a un long cheminement, il y a un travail important à réaliser pour justement mieux adapter ces bâtiments. Et on sait pertinemment, quand on fait les travaux d'adaptation des bâtiments, c'est toujours quasiment plus cher que de construire à neuf. Peut-être, monsieur le maire, par rapport à la mémoire. Alors, par rapport à la mémoire, les bâtiments, ils y répondront mieux que moi. Par rapport à la mémoire, qui ici n'est pas attaché au centre Héliomarin? Je vois beaucoup de têtes de Bagnoulins, natifs d'ici ou Bagnoulins d'adoption, tout le monde est attaché au centre Héliomarin. Et on l'est tous. Et la première question qu'on a posée, c'est mais est-ce qu'on ne peut pas au moins garder la façade, etc. Il semble que c'est compliqué, c'est pratiquement impossible, par rapport à tout ce qui vient d'être dit maintenant. Et donc bien sûr qu'il y aura un moment, certainement, un endroit muséographique, certainement un moment où il y aura une mémoire qui sera gardée. Et à ce sujet, on y travaille pour que, à travers une commission du patrimoine qui est en train de se créer, ou en tout cas de se régénérer, pour justement travailler par rapport à la mémoire. La mémoire des Bagnoulins, du centre Héliomarin, mais aussi des pêcheurs, des vignerons, etc. Mais pour moi, la meilleure façon de perdurer la mémoire des gens, ou la mémoire des choses, c'est de les faire durer. C'est de les faire naître, c'est de les faire revivre.
Et la meilleure leçon qu'on pourra donner par rapport à la mémoire à toutes les personnes qui ont travaillé là-bas, à tous les enfants qui ont vécu là-bas et qui sont morts pour beaucoup, et toutes les personnes qui ont souffert dans ces établissements, eh bien, c'est que ce centre marin, il ne meurt pas, il continue, et qu'on le fasse vivre, et qu'on le fasse revivre. Et c'est ça la meilleure réponse qu'on donnera par rapport au devoir de mémoire. Compliqué de rajouter quelque chose. Simplement, sur le coût, pour aller dans le sens, on a fait plusieurs opérations d'EHPAD, on en a réhabilité quelques-unes avec des opérations réhabilitation, extension, et quand on a fini, en général, on se rend compte que la partie réhabilitée coûte plus cher que la partie neuve. Donc c'est quand même un vrai sujet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'opérations de réhabilitation et puis de plus en plus d'opérations de déconstruction, reconstruction. Sur la mémoire, trois éléments quand même. Symboliquement, on a tenu dans le projet à intégrer la frise, le nom du centre héliomarin, qu'on a repositionné sur le projet, sur lequel il faut encore qu'on travaille. Mais en ce qui concerne les ressources, il y a un point qui paraît important. On expliquait que tout le soubassement qu'on avait était en pierre et on va les traiter en gabion, c'est-à-dire avec des pierres qui sont pris dans un maillage métallique. Et notre idée aujourd'hui, c'est d'utiliser des éléments de la déconstruction pour remplir ces gabions. C'est-à-dire qu'il y aura, déjà d'utiliser ce qu'on va trouver sur le site, c'est-à-dire ce qu'on va creuser et ce qu'on va démolir. Ça nous paraît important. Et au-delà de ça, on a même imaginé que pour arriver au béton et au teinte-ocre du béton, on puisse également, pour teinter, par exemple, utiliser les briques, les tuiles ou les briques qu'on aura trouvées sur le site. Donc ça, c'est un projet qui est encore naissant. Hein. On en a parlé, bien sûr, dans le cadre du concours qu'on a eu la chance de remporter, mais c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler parce qu'on pense qu'il y a aussi une notion d'économie. Et je pense que même localement, on peut trouver des gens pour travailler là-dessus avec nous. Donc l'idée, ce qu'on a, c'est un peu ça, c'est d'utiliser partie des démolitions et des éléments de matériaux qu'on trouvera sur le site dans le cadre de notre projet. Voilà. Ça ne répond pas pleinement à votre question, mais je pense que c'est important de le dire parce que je crois que c'est un des éléments qui va dans ce sens et qui nous paraît important. De reconstruire, mais justement, vous avez des programmes et vous avez bien prévu de réutiliser certains matériaux qui peuvent permettre de faire des économies et d'arrêter de faire des gaspillages sans fin de nos ressources naturelles. Et puis la mémoire... Oui, là, laissez pas rebondir parce qu'on y peut quand même. Je voudrais poser une question. Est-ce que les bâtiments auront une solution pour être autonome en énergie? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas répondre à ça, c'est pas l'objectif qu'on s'est fixé, en tout cas l'autonomie, parce que c'est quand même un objectif qui est extrêmement ambitieux. Par contre, on travaille avec, on a dans notre équipe, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un spécialiste des questions environnementales, et le but c'est que ce bâtiment soit extrêmement vertueux. Voilà, donc je pense que nous ne pourrons pas aller jusqu'à un bâtiment autonome, c'est un peu compliqué dans le cadre d'une EHPAD, c'est plus facile sur du logement ou sur d'autres opérations, mais en tout cas, objectif nous a été fixé de faire un bâtiment vertueux et on travaille aujourd'hui dans ce sens-là. Vertueux et économe, bien évidemment, dans le cadre, puisqu'aujourd'hui on a un objectif qui est RT 2000, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ça c'est des sigles un peu barbares, mais RT 2012, moins, à voir si c'est 10, si c'est 20, mais enfin voilà, on a l'objectif d'aller au-delà, aujourd'hui, de la simple norme. Donc chier au bois. Pardon? C'est quel type d'énergie qui va assurer le gaz? D'autres personnes veulent intervenir? Oui? Les mines de Bataire. Est-ce que ça va devenir un endroit réservé au centre ou est-ce que les baïonlingues et les touristes pourront l'utiliser? La plage. Je rappelle à tout le monde que les surfaces de plage ici sont la plage. un peu justes. Alors madame, pour ceux qui n'ont pas entendu,
nous demander comment on allait gérer la plage. La plage, il n'y a plus de touristes qui vont au centre Élio-Marais. C'est une question qu'on a abordée avec les personnels, on n'a pas abordé ici, mais c'est l'occasion de le faire, merci. Donc, la vérité, c'est que quand on parlait avec les personnels, ils nous parlaient des parkings, parce qu'ils nous disaient, mais on va se garer. Donc, puisque ça n'a pas été dit, je vais le dire, même si je ne suis pas architecte, il y a une grande partie, 95 parkings, qui seront sous les bâtiments, donc qui permettront ici l'accès au personnel avec un accès direct à l'établissement. Le parking qu'il y a au bout de l'établissement, le parking de plein air, car ça sera gardé, je crois qu'il fait 50, 60 de places, peut-être un peu plus de places. Donc il y aura suffisamment de parking par rapport au personnel. Le grand parking qui est sur le côté ici, donc ce parking ici, ne sera pas dans l'enceinte de l'établissement, donc sera accessible, parce que l'idée c'est de faire un parking qui sera, on peut imaginer, autour de 100-150 places. Donc une partie pourrait être réservée pour les visiteurs, donc, qui pourraient accéder à l'établissement par la toute petite passerelle ici, et l'autre partie serait réservée, serait ouverte au public, pour le public qui va à la plage, pour le public qui fréquente les grandes ailes comme les petites ailes. L'idée c'est qu'à un moment, si on veut contraindre et tout privatiser pour l'établissement, on ne répond pas complètement à la demande. Et mon devoir de maire avec le conseil municipal, c'est de dire à un moment, il y a une demande, on le voit maintenant. Il y a un code que tout le monde connaît maintenant, et les touristes, nos amis touristes vont se garer dans l'établissement, tout le monde essaye de se frayer un chemin, tout le monde joue un peu des coudes, mais la vérité c'est que les gens, on n'empêche pas les gens d'aller à la plage, et fort heureusement, et les gens se garent à des endroits des fois qui ne sont pas souhaitables. Donc, au lieu de nier le problème, autant l'anticiper, et autant créer un parking d'une centaine de places, je pense qu'il sera ouvert à tout le monde pour que les gens, les usagers de la plage puissent se garer. Donc il y aura suffisamment de stationnement pour les personnels et il y aura la gestion des parkings pour accession à la plage sera assurée par un grand parking qui n'y est pas actuellement. Donc c'est une centaine de places, voire plus, de stationnement qui seront offerts à la totalité de la population, qu'elle soit locale ou qu'elle soit touristique. Quant à la plage, je rappelle que la plage, elle fait partie des 3 plages de Bandou-sur-Mer et qu'elle est surveillée, et qu'elle sera surveillée pareil, qu'elle sera ouverte au public, et je pense qu'elle sera encore plus accessible à cause de cette problématique de stationnement. On discutera aussi, mais c'est une discussion qu'on a, pour que les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, puissent bénéficier des équipements qui sont mis à disposition par l'établissement, parce que l'idée c'est aussi de mutualiser les moyens, puisque les moyens sont de plus en plus réduits. Je rappelle aussi qu'au sujet de l'utilisation des plages, la grande plage de Bandou-sur-Mer est entièrement labellisée avec le travail qu'a fait Jean-Michel Gascou pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes handicapées, et que les personnes handicapées peuvent se baigner. Il y a des mises à l'eau, il y a des patelages, on est en capacité maintenant de répondre à cela. Et la volonté, c'est de ne pas non plus, et ça serait une catastrophique pour les personnes, j'entends bien, d'aller mettre toutes les personnes handicapées au centre Élio-Marais. Il n'y en a pas question. Les personnes handicapées ont le droit d'accéder à l'ensemble des plages, et cette mixité sociale, ce vivre ensemble qui nous tient tant à cœur, eh bien, il fait partie aussi de cette démarche-là. Donc, bien entendu que la plage du centre Élio-Marais sera ouverte à tout le monde comme elle l'est déjà. Voilà. Donc, je voulais vous remercier de... Je pense qu'il y a plus d'intervention, non ? Donc je voulais vous remercier d'être venu. Ce que je voulais dire aussi, qui paraît important, et c'est pour ça qu'on a souhaité ces réunions, c'est que ce projet du centre Élio-Marais, et je m'adresse particulièrement au personnel, et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient non pas inquiètes, soucieuses des personnels, et c'est tant mieux, et c'est notre cas aussi, leur dire aussi que ce projet va s'affiner, va s'amender, avec des groupes de travail qui sont constitués par les différents établissements, que ce soit Vincent Azéma, Paul Retsch et la masse, de manière à ce qu'il y ait des échanges entre les personnels, les architectes, les concepteurs, pour rentrer jusque dans le détail, pour que cet établissement soit vraiment performant pour les personnels, mais performant aussi pour les malades, pour les personnes qui y sont accueillies. Voilà. Et je voudrais dire aussi que pour moi, ce qui est important,
et c'est pour ça qu'on fait ces réunions, c'est qu'il faut que cet établissement, on se l'approprie, comme on s'est approprié l'ancien établissement, et que les remarques et les interventions sont toutes les bienvenues, parce que ça fait partie de notre patrimoine, et ça continuera à être dans notre patrimoine. Donc il faut qu'on y travaille ensemble, et qu'on le porte ensemble, ce projet. Ce n'est pas le projet de la municipalité Soleil, c'est le projet de l'ensemble de la ville, parce qu'il va s'inscrire dans la durée. Voilà. Et donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, de ces messieurs, pour qu'on puisse continuer à faire vivre Sainte-Marie-des-Marais, parce que c'est à travers ça qu'on fera vivre cette mémoire ouvrière, mais cette mémoire aussi des patients qui ont vécu là-bas. Merci beaucoup de votre attention.